C'est un ancien joueur de poker loupard devenu bébé rocard au début des années 80. Il avançait chemise ouverte et chaîne en or qui brille, puis il a évolué au sein du Parti Socialiste et aujourd'hui, il est le porte-parole du gouvernement. Comment allez-vous, monsieur Christophe Castaner? Bien, bien, jusque-là, bien. Ça vous va cette description? Bon, c'est effectivement ce que je suis. On est sa propre histoire, ses accidents de parcours, mais aussi de beaux moments et des moments extraordinaires comme ceux que je vis en étant votre invité. On va regarder votre CV politique en vidéo. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le 3/4 en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins Nebuloni. Dès qu'il passait, caméo, Midnight Star. SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je prends mes responsabilités en me retirant de ce combat politique et j'appelle à faire barrage au Front National. Jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'ensemble. Je danse le Mia. Vous savez ce que c'est qu'un Mia? Non. Non? Non, je connais évidemment cette chanson parce que je suis de Provence-Alpes-Côte d'Azur et j'aime Marseille, mais non. Le Mia, c'est la génération de ceux qui étaient chemise ouverte et chaîne en or qui brille. Et en lisant un peu sur votre histoire, j'ai vu que vous aviez fréquenté des gens du milieu marseillais. Alors expliquez-moi juste qu'on vienne un petit peu sur cet épisode. D'abord, j'ai gardé la chaîne en or parce que c'est un cadeau d'anniversaire de ma maman pour mes 18 ans et je la quitte jamais. Et vous avez fermé la chemise. J'ai fermé la chemise et j'ai mis une cravate pour la cacher. En réalité, c'est pas parce que j'aime les cravates, c'est juste pour cacher la chaîne en or, pour éviter ces remarques-là. Non, j'ai eu une adolescence compliquée, une rupture familiale, un moment où je suis parti de chez moi, j'ai passé mon bac en candidat libre 3 ans plus tard et pendant quelques mois, quelques années, j'ai eu différents petits boulots de serveur de bar. Et puis c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à jouer aux cartes. Est-ce que c'est la meilleure formation pour être porte-parole du gouvernement comme celui d'Emmanuel Macron? D'abord, c'était une pratique un peu ancienne. J'ai arrêté de jouer. Et puis c'est devenu à la mode ensuite le poker. Mais c'était à l'époque où ça ne l'était pas et que c'était effectivement quelque chose de plus réservé à un petit milieu. Donc vous venez de me répondre oui. Non, parce que le poker, c'est aussi l'observation forte de son interlocuteur, des gens avec qui vous jouez. Mais la politique, c'est ça aussi. Quand on lit, quand on travaille sur vous, il y a plusieurs remarques. Par exemple, Sébastien Ginet, qui était votre adversaire pendant les législatives, côté républicain, il disait « C'est le député BFM, apparatchik, coupé du terrain, il passe à la télé, mais pas en bas de chez vous ». Ce commentaire a été une époque où j'étais très peu présent sur les médias. Je le suis aujourd'hui, c'est ma fonction, mais j'étais quelqu'un de plutôt discret, moi, dans les médias. Chacun sait que c'est le fait d'être proche de Macron qui fait que j'ai été son porte-parole de campagne. Ensuite, apparatchik, oui. Oui. Vous revendiquez d'être un apparatchik? Oui, le CV est un peu court parce que j'ai travaillé dans le privé aussi. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a été dans un parti politique pendant longtemps. J'ai jamais voulu rentrer dans les instances du parti. Alors les apparatchiks, c'est plutôt ça. Mais j'ai un parcours militant. J'ai appris en travaillant pour des élus, pour des ministres. Et je suis devenu moi-même élu et puis ensuite ministre. Donc vous inventez l'apparatchisme décomplexé? Oui, mais il faut assumer ce qu'on est. Il ne faut pas chercher à se cacher. Alors, quelquefois, je suis un peu caricaturé sur ma pointe d'accent, avec un peu de condescendance parisienne sur la province. Bon, tout ça m'importe peu. Je veux rester ce que je suis. Ça, nous. Non, pas ici. On parle de politique. Ça arrive. Non, mais vous voyez, j'assume, non pas un passé trouble, parce que, voilà, j'ai fait des bêtises quand j'étais gamin. Je pense qu'à des moments, dans une vie, il y a de la chance. Dans la chance, c'est aussi, moi, d'avoir rencontré Emmanuel Macron... et d'avoir pu l'accompagner. Je crois que c'est ça, c'est vrai dans le journalisme, c'est vrai aussi en politique. Ce que je veux, c'est rester moi-même. J'ai besoin de retourner dans ma terre des Alpes-de-Haute-Provence le plus régulièrement possible pour éviter justement de devenir, entre guillemets, ministre. C'est ce que Laurent Bataille de Bataille et Fontaine vous a conseillé de dire à la télévision? De lever le rideau? Non, mais pour être honnête avec Laurent, il y a eu une séance de coaching formelle il y a quelques mois déjà, et il m'a donné quelques conseils. Parler comme dans une télé-réalité, en fait. C'est ce que vous êtes en train de me faire. Oui et non. Il faut être soi-même, ouvert avec les autres, apprendre de soi pour aller vers l'avant, savoir d'où on est, d'où on vient pour savoir où on va. Oui, mais en fait, c'est la vraie vie, ça.
C'est la vraie vie. Non, mais il ne faut pas le négliger. Je n'ai pas envie de jouer un rôle. Évidemment, je fais gaffe à des trucs. Évidemment, je travaille beaucoup plus qu'avant parce qu'il faut que je prépare les dossiers techniques, etc. Donc, je ne dis pas Tous les gros dossiers que vous avez amenés. Voilà, au cas où. Tout ça est vrai. Mais en même temps, je veux rester moi-même. Et pour prendre l'exemple de Fontaine, il m'avait dit, alors écoute, entre ta barbe de 3 jours, la petite chaîne en or et ton accent du Sud, tu as un problème de crédibilité. Vous les regardiez leurs émissions de télévision ? J'ai dû zapper. Je ne les regardais pas vraiment, pour être honnête. Vous êtes présent énormément à la télévision parce que vous êtes le porte-parole d'un gouvernement qui parle peu, finalement. Vous avez un autre mode d'expression, c'est les réseaux sociaux. Par exemple, on va regarder cette séquence où vous étiez sur un Vélib. Bonjour, cher Guy. Je voulais vous dire que j'avais écouté ce matin avec attention, mais aussi avec le sourire, votre chronique. Alors, j'ai trouvé l'idée assez... J'ai mis mon plus beau casque, pour pas prêter à la polémique. J'ai pris un Vélib, vous pouvez vérifier. Moi, ça me fait penser à une autre séquence sur le Snapchat de Jérém Star. Je vais vous dire pourquoi, pour moi, les deux séquences sont similaires. On la regarde. On préfère le bad buzz, le scandale, mais ta caisse de retraite a quand même démenti l'information. Bah, c'est moins drôle de dire du mal de moi que de dire du bien. Finalement du mal de ceux qui disent du mal de moi. Tu vois, ça demande de neurones et de déontologie. J'adore parce que je me rends compte que la Raquel, elle est Jérém Starisée. Non mais je l'étais déjà avant, tu sais très bien. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les politiques ont une utilisation des réseaux sociaux qui me rappelle la phrase que vous avez déclarée sur le président plus cultivé que la moyenne, c'est que vous pensez que lorsqu'on communique sur les réseaux sociaux, il faut forcément faire du lol, du what the fuck. Et j'ai l'impression que vous êtes tous en train de nous faire du lol populisme, en train de vous mettre en scène, en train d'aller dans la baignoire de Jérém Star, en train de faire du Vélib. Et pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des endroits où normalement les gens montrent leurs plats, racontent leurs expériences. Et là, vous faites de la politique. Alors, c'est pas tout à fait ça. Et je vais vous raconter l'histoire de cette vidéo. J'ai fait une vidéo formelle, en costume. Sincèrement, je vais vous dire la vérité, l'histoire de la vidéo m'importe peu. J'aimerais qu'on réponde sur le lol populisme et votre approche des réseaux sociaux et le mépris de classe que ça raconte. Oui, mais je vais vous répondre. Non, je ne crois pas que ce soit du mépris de classe que d'utiliser tous les supports de communication. J'adore lire Le Monde tous les après-midi. Je ne suis pas convaincu que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent lisent Le Monde. Or, moi, je veux communiquer avec tout le monde. Je veux tenter de défendre ce que je dois défendre. Et donc, j'utilise tous les réseaux. Mais sur celle-ci, c'est pas moi qui l'ai rendue publique. C'est un chroniqueur qui fait une chronique sur une autre vidéo et qui se moque de moi. Et qui finit par dire, bon, la prochaine fois sur un Vélib. Vous saviez très bien que ça allait être partagé. Il ne me l'a pas demandé, mais je lui ai envoyé à lui en lui disant... Chiche, mais quelque part, c'est l'autodérision. Il s'était bien foutu de ma gueule dans sa chronique. Eh ben, j'ai voulu lui montrer que j'appréciais aussi l'autodérision. Et dans la séquence, je lui dis, ça m'a fait sourire. Et en plus, ça fait sourire ma famille. Par contre, vous avez bien fait le débrief du Conseil des ministres en selfie dans votre voiture. Oui, je l'ai refait hier parce que j'ai touché 60 000 personnes directes qui ont été cliquées cette vidéo. Alors que quand je fais celle qu'on voit, quand je fais le machin très institutionnel derrière le pupitre, j'ai quelques milliers de personnes. Moi, mon boulot, c'est de parler au maximum de monde. Et donc, je crois que ce n'est pas du mépris que d'utiliser les réseaux sociaux. Est-ce que populisme? Est-ce que vous utilisez les instruments d'Internet viraux qui sont le LOL, le what the fuck, le n'importe quoi? Non, parce que je le fais. C'est n'importe quoi de voir le porte-parole du gouvernement dans sa voiture en selfie. On se dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Moi, je ne crois pas que ce soit n'importe quoi. Et la preuve, c'est qu'il y a des gens qui regardent et que ça intéresse. Il faut aussi utiliser tous les supports de communication pour parler à un maximum de gens. Ce n'est pas de la propagande. Mais moi, j'ai deux filles. Non, ce n'est pas la propagande. Ou alors, c'est mon boulot de porte-parole qu'on peut considérer comme de la propagande. Mais moi, j'ai deux filles qui ne regardent plus la télé. Et donc, je sais qu'elles sont tous les jours sur leur smartphone, enfin toutes les heures presque sur leur smartphone, sur leur tablette. Mais vous savez, à une époque, on ne parlait que dans la presse quotidienne régionale. Ensuite, la seule chose qui comptait, c'était d'aller sur les grandes chaînes nationales. Ensuite, il y a eu les chaînes info. Si on va pas sur ces médias qui parlent aux gens, je pense que on reste à côté de la plaque. On adore lire Le Monde, et donc on va parler qu'au Monde. Non. C'est qui on? On, des politiques. Et donc, du coup, tous les jours, on se précipite sur Le Monde, ou tous les mardis soirs ou le mercredi dans les kiosques sur le Canard enchaîné. Mais au fond, est-ce qu'on s'adresse à tout le monde? Non. Moi, mon boulot, le boulot des politiques, c'est de rendre compte. C'est aussi de se faire engueuler. Je reste, j'essaye, très abordable. Je croise des gens et qui me disent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. J'aimerais qu'on parle de médias. Cette semaine, le média est né sur Internet. C'est un média qui a été lancé par Sophia Chikirou, qui travaille avec Jean-Luc Mélenchon. C'est un média qui se dit citoyen. J'aimerais qu'on regarde la fin de leur première vidéo qui s'est terminée sur une levée de fonds. Là, c'est une information hors réseaux sociaux. Juste rapidement, Guillaume, on vient de passer les 150 000 € récoltés ce soir par le média, avec pas loin de 10 titres en moyenne pris par personne. Top.
Et c'est encore ouvert, vous pouvez le faire. Merci à tous et on se rejoint très vite. L'aventure ne fait que débuter. Qu'est-ce que ça dit, 150 000 € levés en même pas 2 heures? Qu'est-ce que ça dit de la défiance des gens par rapport aux médias? Est-ce que ça dit du fait qu'aujourd'hui, les gens veulent des médias d'opinion pour défendre leurs opinions dans la tradition de la naissance de journaux comme l'était Libération à l'époque? Qu'est-ce que ça dit? Je sais qu'il y a une polémique sur le fait que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon veuillent créer son propre média. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas à condition qu'on sache que c'est le média de la France Insoumise. Et aujourd'hui, qu'on ait des médias d'opinion est une bonne chose. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus standardisée, où il faut faire des produits passe-partout, il faut boire du Coca-Cola, il faut tous manger la même chose. Non. Moi, j'ai pas envie de ça. Non, faut pas. C'est pas ça. Vous savez, j'étais maire d'une petite commune, Fort-Calquier, où j'ai développé les circuits courts, où on mange bio dans les crèches, parce que je crois à ces exemplarités-là, qui sont des exemplarités alternatives. Et le fait qu'En Marche veulent s'organiser comme un média? Mais En Marche a besoin aussi de communiquer. Et donc, je crois qu'à condition d'assumer ça. Je pense que le seul reproche que je pourrais faire à cette initiative, c'est le média. Je pense qu'on doit assumer, c'est le média de la France Insoumise. Et si demain, il y avait un média pour En Marche, il faut assumer que c'est le média d'En Marche. Il ne faut pas chercher à tromper. Donc on va dans un monde où chaque parti a son média et chacun choisit le média qu'il veut en fonction de ses opinions politiques. Ouais, et ce que j'espère, c'est que les gens aient la capacité d'aller, moi je le fais, voir le média de la France Insoumise, mais aussi Valeurs Actuelles. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un seul média. Le vrai risque, c'est ça. C'est que du coup, on a une offre tellement ciblée pour tel ou tel groupe que du coup, on ne parle qu'à ce groupe. Là, on se planterait. Et si le groupe, du coup, n'a qu'un seul émetteur, il a une information qui est forcément biaisée, parce que le média donnera une information qui est biaisée, parce qu'elle est sur des émetteurs qui sont militants. Mais je ne les condamne pas, hein. Et ils sont libres d'être militants et de défendre ces idées, y compris quand ils nous critiquent ou quand ils me critiquent. Mais je crois qu'il faut faire gaffe. Il faut surtout, ce qui compte, c'est d'apprendre à chacun à avoir du sens critique sur les choses. Ça, c'est fondamental. Il suffit de voir, notamment sur les réseaux sociaux, ces théories du complot qui envahissent tout et qui souvent enlèvent le libre arbitre. Ça, c'est un vrai sujet. Je vous dis que j'étais papa, moi, c'est le sujet qui me préoccupe. Sur les réseaux sociaux, la semaine dernière, il y a eu un clash entre Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls avec un hashtag « Je suis la bande de Manuel Valls ». Est-ce que vous êtes la bande de Manuel Valls ? Moi, j'étais copain avec Manuel Valls quand on était gamin. Je garde une relation personnelle, pas amicale, mais personnelle avec lui. Est-ce qu'on parle beaucoup du manque de personnalité de gauche dans le gouvernement? Est-ce qu'un Manuel Valls pourrait faire son entrée? Je ne crois pas que ce soit d'actualité. Et puis beaucoup reprochaient à Manuel Valls de ne pas être de gauche. Donc vous voyez, ce ne serait pas forcément la meilleure approche. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a eu un Valls bashing absolument insupportable. Vous savez, à un moment, il n'était même pas question qu'il puisse être adhérent dans un groupe politique à l'Assemblée nationale. Et j'ai posé la question à mes petits camarades. Je leur ai dit, mais vous voulez le faire siéger avec Marine Le Pen ? Je pense qu'à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Donc c'est vous qui avez sauvé Manuel Valls? Non, je l'ai défendu pour que justement il puisse être attaché au groupe de la République En Marche. Je pense qu'on peut contester certaines de décisions, on peut ne pas aimer l'homme. C'est naturel, ça vaut pour moi, ça vaut pour lui. Mais à un moment donné, je veux dire, il n'est pas Jérôme Cahuzac. Je pense que Jérôme Cahuzac a fait plus de mal au Parti socialiste et au gouvernement précédent que Manuel Valls. Mettons les choses à leur place. J'aimerais qu'on passe un petit peu en revue 2-3 faits de l'actualité de la semaine. Il y a eu cette manifestation qui s'est passée pour les fonctionnaires. Ils étaient dans la rue, ils étaient tous en train de manifester contre la suppression des 120 000 postes annoncés par le gouvernement. Camille Desserre est allée leur poser quelques questions. Pas au premier et blanc au second. Au deuxième, il n'y a pas trop eu le choix malheureusement. Bien sûr que non. Ni au second tour? Ni au second tour, j'ai jamais voté mal. Au second tour? Non, j'ai pas été voté au second tour, j'ai pas honte de le dire. Ils sont plus avec nous, ils savent plus qui on est, et éventuellement ils nous traitent comme du bétail. J'ai un message à envoyer, il faut qu'il arrête de pressurer les petits au profit des gros. Ça tiendra pas. S'acheter un costard, voilà, les illettrés, je pense que oui, ils nous méprisent un petit peu. Ouais. Bien oublier les fonctionnaires en gelant le point d'indice, je pense que déjà ça veut tout dire quoi, c'est-à-dire qu'il ne nous reconnaît pas. Il paraît que son parti s'appelle La République En Marche, mais il a oublié la République. C'est plutôt le libéralisme qui est en marche, et pas la République. Il nous traite quand même de tous les noms, hein. C'est pas un président de la République, ça. Il nous traite quand même de tous les noms, c'est quand même pas un président de la République. Et la dame qui dit ça est quelqu'un qui n'a pas été capable de faire la différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui vit dans la République, dont Emmanuel Macron est le président. Non, je pense que
on n'a pas le même sens avec la dame, et avec tout le respect que j'ai sûrement pour son parcours, pour sa vie, on n'a pas le même sens de la République. Moi, vous voyez, tout à l'heure, vous l'avez rappelé, à un moment donné, j'ai fait un choix politique. J'ai retiré ma liste aux élections régionales. J'ai empêché ceux qui m'accompagnaient moi-même d'être élus au Conseil régional pour empêcher le Front National. Et d'élections, mais il y a cette dame qui se sent insultée parce qu'elle a l'impression d'être traitée comme une moins que rien. Mais moi, elle m'insulte, cette dame, quand elle met dans le même sac Emmanuel Macron vous êtes au et Marine Le gouvernement Pen. Et elle est précaire, elle est dans la rue. Non, elle n'est pas précaire. Je pense qu'elle est retraitée, vu l'âge qu'elle avait, et j'espère que sa retraite est confortable. On parlera tout à l'heure de retraités dans l'émission, ne vous inquiétez pas. Non, mais... Juste une question, vous parlez tout le temps de l'ancien monde et du nouveau monde. Non, pas moi. Pas vous? Non. On est dans un gouvernement qui parle de ça? Pendant la campagne, on entendait parler de l'ancien monde? Oui, il y a eu des expressions politiques, mais moi je Pour vous, ces gens, c'est l'ancien monde ou le nouveau monde? Pas du tout, c'est des gens avec lesquels on peut avoir un désaccord. Madame évoquait le gel du point d'indice. Pas chiche. 3,7% d'augmentation dans la fonction publique d'État. Non mais, attendez, soyons sérieux. Madame dit, on nous méprise. Les fonctionnaires d'État en 2017 ont connu une augmentation d'ici à la fin de l'année de 3,7%. Ben, je vais vous dire, c'est pas trop mal. Et donc, c'est pas du mépris. L'année prochaine, à minima, ce sera 2% d'augmentation. Il y a beaucoup de salariés du privé qui ne connaissent pas ça. Il y a beaucoup d'indépendants qui ne connaissent pas ça. Donc je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Vous avez dit dans le lancement de votre reportage, ils étaient tous dans la rue. Non, il y a 5 600 000 fonctionnaires en France. Ils n'étaient pas tous dans la rue, ils n'étaient pas tous grévistes. 120 000 postes supprimés. Alors, à terme, il y a cet objectif dans la fonction publique d'État de supprimer 50 000 postes. Il y a 560 000 départs à la retraite. Je pense que notre administration se modernise. Je pense que, si je prends le seul sujet, par exemple, de l'administration fiscale, les gens aujourd'hui ne portent plus leurs déclarations papier au Trésor public. Ils le font par Internet. Donc il y a des gens qui n'ont pas leur place dans le nouveau monde. Non, ce n'est pas le nouveau monde, c'est totalement caricatural, ne le soyez pas. C'est le fait de considérer qu'on peut aussi moderniser des fonctions. On peut transformer des métiers. On va mobiliser 1,5 milliard d'euros sur la formation de nos fonctionnaires. Vous savez, j'étais maire d'une petite commune, je sais ce que c'est que la fonction publique, je sais le travail au quotidien qui est fait par les agents de la mairie de Fort-Calquier. Je suis des fois, comme vous, client dans les hôpitaux, je ne méprise pas la fonction publique hospitalière et la fonction publique en général. Vous savez, je travaille avec des fonctionnaires. Mais en même temps, je pense qu'on peut moderniser notre administration et je pense qu'on peut dépenser moins d'argent public dans ce pays. J'ai autre chose à vous montrer. Dans l'actu de la semaine, on va passer à l'actu américaine. Est-ce que vous connaissez Eminem? Oui. Vous en avez entendu parler? Mais c'est pas totalement américain. Eminem, c'est américain. Il habite à Détroit, dans le Michigan. Et j'aimerais vous montrer un extrait d'Eminem cette semaine. Il a livré une performance artistique incroyable en a cappella sur Donald Trump. We better give Obama props, cause what we got in office now's a kamikaze that'll probably cause a nuclear holocaust. And while the drama pops and he waits for shit to quiet down, he'll just gas his plane up and fly around till the bombing stops. On a tous peur d'un Donald Trump qui pourrait appuyer sur un bouton nucléaire. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, si ça arrive? On fait quoi, nous, la France? Aujourd'hui, la France tente de ramener tout le monde à la discussion. Mais l'enjeu, c'est notamment de mobiliser, alors sur la question de la Corée du Nord, l'intervention plus forte encore des Chinois, parce que c'est eux qui doivent être les régulateurs sur cette zone-là. La position de la France, c'est pas de dire à tel ou tel, voilà ce que vous devez faire, et encore moins de le dire à Donald Trump. C'est ça la réalité. Si Donald Trump part en guerre, on le suit ou on a le droit de refuser? J'espère qu'on ne le suivra pas, et surtout j'espère qu'il ne partira pas en guerre. Aujourd'hui, il y a un rapport de force qui est établi. Je rappelle, ce n'est pas Donald Trump. Là, on parle de lui. C'est quand même pas Donald Trump qui provoque, qui est en train de s'armer avec une arme nucléaire, qui est en train de faire des essais de missiles balistiques intercontinentaux qui permettent, depuis la Corée du Nord, d'atteindre les États-Unis, de raser le Japon. C'est quand même pas Donald Trump qui est responsable. Je sais qu'en France, c'est un sport national de ne pas aimer Donald Trump. Je peux aussi avoir mon opinion. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est le dictateur de Corée du Nord qui menace la paix dans le monde. C'est pas l'inverse.